Comme tout le monde a pu le constater, l'article du New York Times consacré à la dette d'Haïti envers la France a fait du bruit dans le monde entier et également ici. Nous y avons déjà consacré un numéro des Échos de la finance. Ce soir, nous allons lui consacrer également la priorité pour la seconde et la dernière fois. Mais avant de le faire, j'aimerais quand même clarifier un certain nombre de choses. Il y a eu des réactions à notre première émission, la plupart positives, nous demandant de continuer, mais il y a eu une ou deux qui étaient à la limite de l'insulte. Et à partir du moment où quelqu'un se laisse aller à des réactions émotionnelles au lieu d'arriver avec des arguments, puisque nous avons présenté des arguments, les choses sont un petit peu délicates. Je voulais préciser cela et dire les choses suivantes. D'abord, nous ne sommes pas là pour dédouaner la France. La France ne nous a pas payés pour défendre son image. Nous avons condamné ce qui avait de condamnable dans l'attitude de la France, qui certes est condamnable, mais sur le plan moral. Là, il est question d'économie. Nous allons revenir sur un certain nombre de chiffres clairs et précis. Point numéro 1. Point numéro 2, nous ne sommes pas là non plus pour incriminer les journalistes du New York Times. Ils ont fait un travail remarquable et nous les respectons pour cela. Ils ont travaillé beaucoup, ils ont fait des recherches. Bon. Peut-être se sont-ils laissés égarer, et en tous les cas, leur conclusion, qui est que c'est à cause de la dette qu'Haïti a payée à la France qu'Haïti est dans l'état où il est aujourd'hui, nous ne partageons pas cette idée et nous allons essayer, chiffre à l'appui, fait à l'appui, de démontrer pourquoi nous n'adhérons pas à cette thèse. Après cette longue introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet, toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir, William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà. Une bonne introduction pour un sujet délicat, parce qu'en fait, il faut renouveler les félicitations aux gens de New York Times pour avoir pris le temps et investi le temps nécessaire pour faire les recherches qu'il a fallu, même si nous ne sommes pas en harmonie avec leurs conclusions. Bon, oui, c'est ça l'intérêt de la chose. C'est ça. C'est ça l'intérêt de la chose. Maintenant, il faut dire une chose au préalable. Nous ne sommes pas en harmonie avec leurs conclusions. C'est parce que depuis mon arrivée en Haïti, depuis le démarrage du show Les Échos de la Finance, nous avons toujours parlé de la République d'Haïti, du développement de la République d'Haïti comme étant la responsabilité des Haïtiens. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, et aussi, on veut que les Haïtiens prennent la responsabilité de leur pays. Et de notre pays, que nous autres Haïtiens prenions la responsabilité de notre pays. Ça a toujours été le motif de nos discussions et de nos interventions. Il faut que ce soit très clair. Tout à fait. C'est en effet tout à fait clair. On n'est pas là pour blâmer les autres, on est là d'abord pour commencer par balayer devant notre propre porte. C'est ça, faire jaillir la lumière. Et faire, ou au moins des interrogations. Bien dit. Ou au moins des interrogations, si ce n'est la lumière, car pas plus que d'autres, nous ne sommes détenteurs de la lumière, ni de la vérité, mais nous essayons de poser des questions qui éveillent les consciences des gens et qui les poussent à aller faire leurs propres recherches pour se faire leur propre opinion. Alors, allons-y. Commençons par le commencement. 150 millions de francs or. D'où vient ce chiffre ? Bon, il faut au préalable dire que ce chiffre, c'est un chiffre qui représente la production de l'exploitation de Saint-Domingue avant la Révolution. Donc, les 150 millions de dollars représentent un pourcentage très net et très clair du montant de 214 millions. Ce qui représente, et c'était payable sur une annuité. Non, mais d'où sort ce 214 millions ? Ce sont la valeur des exportations de la colonie. Ah bon, non, mais ça vous n'aviez pas encore dit. OK. Merci. Donc
La colonie de Saint-Domingue valait 214 millions à l'époque. Non, valait beaucoup plus, mais les exportations. Oui, pardon. Ouais. Très bien. C'est Oui. ça. Parce que les exportations valaient 240 millions. Ça, et les exportations étaient à très grande majorité agricoles. Et à l'intérieur de l'agriculture, le grand champion était le café. Le sucre, pendant la colonie. Oui, c'est vrai. Pendant la colonie, c'était surtout Maintenant, le café a pris le relais. C'est ça, il faut signaler qu'il y a eu 7000 plantations au total entre le sucre, le café, l'indigo, etc. Dans le pays. Donc, la valeur, ce montant, la valeur de la colonie que vous venez de mentionner prend en considération le nombre de plantations qui existaient alors. Ouais. 7000, donc. 7000, à peu près 7 à 7000 francs de plantation. Maintenant, j'ai fait une remarque récemment, la dernière fois, le montant de l'indemnité représente à peu près 211, 215 dollars par Africain qui habitait dans le pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un esclave se vendait à l'équivalent de 2 onces d'or. OK, la première chose. La deuxième chose, le paiement de l'indemnité. Les 150 millions n'étaient pas dus immédiatement. C'était une annuité d'où Haïti devait verser 30 millions par année pendant 5 ans. C'est ça. C'était 5 annuités pour arriver à un total de 150 millions, ce qui signifie que chaque année... 30 millions. 5 fois 3, 15... Ouais. Donc, 30 millions par année, etc. Et ce qui représente 14% de la valeur de l'exportation. C'est ça. Donc, les 30 millions payables pendant 5 années consécutives, et qui représentent donc la somme de 150 millions, équivalaient à 14% des exportations, du total des exportations du pays et au moment de la signature de ce contrat. Très bien. 14%. 14%. OK. Et non pas 6 ou 7 fois la production globale du pays. Absolument pas. Très bien. Absolument pas. Donc, là, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'article du New York Times s'en est servi d'une moyenne pour calculer de façon arithmétique la valeur de l'indemnité, la valeur des manques à gagner, la valeur des opportunités ratées. Oui, ils ont expliqué qu'ils ont fait une moyenne arithmétique sur l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Maintenant, vous devez comprendre, avec une moyenne arithmétique sur l'ensemble des pays d'Amérique latine, ça veut dire que Haïti est placé aux mêmes étapes que le Brésil. Oui. Ou l'Argentine et la Jamaïque. OK, ou la Jamaïque. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de prise en considération de leur population, de leurs ressources naturelles, de la taille de leur superficie. Oui. Donc, en d'autres termes, c'est en effet un moyen de calculer. On prend l'ensemble, on fait la moyenne arithmétique, mais malheureusement, le résultat obtenu n'est pas très satisfaisant à cause justement de la disparité qui existe. Comment comparer un pays comme le Brésil avec Haïti Bon, évidemment, bien sûr. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'au moment de l'accord, c'est-à-dire maintenant nous allons carrément en 1895, qui représente l'accord entre Haïti et la Banque française qui devait devenir un appui financier au gouvernement haïtien. Au moment de l'accord, il faut souligner que c'était le modèle de banking model, le modèle de bancaire, merci, qui existait alors. C'était que les pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre voulaient étendre leur influence politique à travers le monde et ils allaient vers les marchés où les banques pouvaient
jouer une influence monétaire qui éventuellement pourrait aboutir sur une influence politique. Voilà. Donc il passait par l'économie pour aboutir à la politique, à l'influence politique. Ce qui normalement ce qui se faisait, les États, les anciennes puissances de l'Europe se servaient de la finance pour installer ce qu'on appelle des comptoirs financiers, et eux autres, c'est les détenteurs des comptoirs financiers négociaient des contrats favorables à leurs actionnaires, favorables à leur entreprise, et si toutefois il y a eu un désaccord entre les détenteurs de ces contrats et le pays hôte, l'État intervenait pour renforcer le contrat. D'accord. Ouais? Donc c'était vraiment ce rapport où, normalement, ce qu'on dit souvent, c'est la finance qui mène la politique. Là, c'est un exemple. Okay? D'accord. Maintenant... Bon, et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans un pays comme l'Indochine. Absolument. Il y a eu donc différents pays qui sont allés ouvrir des comptoirs, donc qui ont installé le système bancaire de ces pays. Selon le modèle qui était en vigueur à l'époque. Le modèle en vigueur à l'époque. Et le modèle en vigueur, le comptoir était une succursale d'une banque française. D'une banque européenne. Oui, c'est ça, une banque européenne, et remplissait les fonctions, par exemple, de percevoir les impôts, gérer la douane, gérer la trésorerie, faire les paiements. Donc, et plusieurs d'entre eux avaient également la responsabilité de lever des fonds sur le marché international pour investir dans des projets dans les pays en question. Okay. Oui. Donc, tout ça faisait l'objet de contrats écrits. Tel pourcentage pour vous, tel pourcentage pour moi. Absolument. Etc. Maintenant, il y a aussi une chose. Il y avait plutôt des frais. Par exemple, dans le cas d'Haïti, les frais sur le contrat, c'était 1%, par exemple, sur tous les paiements qui sont faits à l'extérieur, 1% sur les revenus qui ont été reçus, et 0,5% sur les transactions qui ont eu lieu à l'intérieur du pays. Donc, entre 0,5% et 1%. Si tu veux, à la moyenne, si vous voulez, à la moyenne, pour toutes les dépenses qui devraient avoir lieu. C'est ça. Donc, maintenant... une chose importante qu'il faut souligner, avant l'arrivée de CIC en Haïti, ou bien avec leur arrivée, le gouvernement haïtien avait essayé d'organiser une banque centrale à partir des ressources locales. Et c'était en 1893. Sous le gouvernement de Lysius Salomon. Je crois que c'est bien lui. Et ils ont échoué. Donc, ils ont voulu créer une banque nationale à partir des ressources locales. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ne pouvaient pas lever les fonds. Personne n'a voulu investir. Personne n'a voulu investir. Quand vous dites personne, les Haïtiens. Aucun Haïtien n'a voulu investir. Même ceux qui faisaient partie de l'État, même ceux qui étaient les étrangers qui faisaient partie de la bourgeoisie comprador. Maintenant, il faut souligner que la bourgeoisie comprador en Haïti constituait ce qu'on appelle, par exemple, le groupe franco-allemand. Le groupe franco-allemand, c'est le groupe qui détenait, qui faisait le commerce en Haïti et qui, parfois, jouait le rôle de prêteurs à l'État haïtien. Et les prêts s'octroyaient, c'est vraiment en escompte de la production du café. En anticipation de la production du café. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le financement de l'État se faisait de diverses façons. Une des façons, c'était à travers la bourgeoisie comprador. L'autre façon, c'était à travers les banques. La banque qui devait remplir la fonction de fiducie des ressources de l'État. Et ces prêts s'octroyaient à l'État, c'est ce qu'on appellerait des prêts statutaires. Les prêts statutaires qui étaient octroyés dans la saison morte pour le café où il n'y avait pas encore de revenus. Et donc, en attendant la vente de la récolte suivante, donc on préfinançait, donc et l'État payait au moment de la récolte. Maintenant, il y avait une limite à $1,5 million par prêt, et le taux d'intérêt c'était de 6%. $1,5 million maximum par prêt, avec un taux de 6%. De 6%. Il faut bien que les gens comprennent. 6%, c'est pas 20%. Donc, ça, c'est pour déblayer un peu l'environnement. Et ce système-là, $1,5 million, 6%, c'est ce qui a été finalement mis en place par le CIC? À partir des négociations qui ont eu lieu. D'accord. Parce que tout ceci a été négocié, c'était pas...
chose faite au hasard. Ouais, Hein? ouais. Donc maintenant, autre chose qu'il faut souligner, la CIC faisait partie, en fait, la Banque nationale d'Haïti faisait partie de la CIC. Donc, c'est-à-dire que c'était une succursale de la CIC. Ce n'est pas une banque, c'est la succursale d'une banque. Oui. Il se trouve que cette succursale jouissait en Haïti de la citoyenneté haïtienne, c'était une entité locale, parce que normalement la CIC voulait s'engager dans l'immobilier, c'est-à-dire être propriétaire de foncier, et c'était une façon pour eux de circonvenir la loi de la Constitution qui limitait la taille de tout propriétaire foncier, de toute propriété qu'un étranger pouvait avoir. Oui. Oui. Maintenant, D'ailleurs, pendant un certain temps, la Constitution était claire. Un étranger n'a pas le droit d'être propriétaire terrien en Haïti. Maintenant, clair. les gens doivent vraiment se souvenir de ce point pour deux raisons. La CIC, la Banque nationale de la République d'Haïti remplissait une fonction de fiducie de la trésorerie. Mais la maison mère, c'est un holding, la maison mère en France remplissait une fonction de investment banking, c'est-à-dire la fonction de lever des fonds sur le marché international, de participer dans les mergers and acquisitions, les amalgames de sociétés, faire les émissions de créances et faire le négoce sur le marché international. Et investir dans l'infrastructure également. Faire la spéculation sur le taux de change et investir dans l'infrastructure si toutefois le pays hôte a un programme d'investissement dans l'infrastructure. Ce n'est pas la banque qui va investir dans l'infrastructure dans un pays. D'accord. Ouais. C'est le pays qui arrive avec un certain nombre de projets. Absolument. Et qui leur dit, voilà, est-ce que vous Absolument. pouvez m'aider à financer tel projet Absolument. à hauteur de temps. Très bien. Maintenant, une chose importante qu'il faut signaler, c'est au niveau constitutionnel. Il y a eu beaucoup de troubles en Haïti pour que les grands investisseurs viennent en Haïti. Parce qu'en vertu de la Constitution, vous me devez me répondre qui va investir dans un pays où, après un certain nom, à sa mort, la propriété revient à l'État, pas dans son patrimoine. Oui, on ne peut pas en hériter. Ouais. Voilà. Donc pas dans ceci a l'héritage. posé une entrave au niveau de la République d'Haïti en matière de recevoir de grands investissements. Donc dire que les investissements des infrastructures n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu d'électricité, ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1908, nous avons eu en Haïti l'électricité d'Haïti. Nous avons eu il y a eu le contrat à la famille Roumain pour organiser une raffinerie de pétrole. Il y a eu Une raffinerie de pétrole. Absolument. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Mais okay. C'est ça. Maintenant, il y a eu les tramways. Il y a eu les chemins de fer. Les chemins de fer. Donc, il y a eu des investissements très lourds, parce qu'en fait, même les ports, parce qu'il fallait que les bateaux arrivent quelque part. Hein? Donc, il y a eu effectivement des investissements. Peut-être que les investissements n'ont pas été à la hauteur des attentes aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui, nous disons que l'État, le produit, les gens qui disent que le pays ne produit rien, je leur dis souvent que c'est faux. Le pays peut ne pas produire assez, mais il y a une production très, très vivante en Haïti. Et on a évoqué, diversifiée. Et on a évoqué plusieurs fois les divers champs de production dans le pays. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur le clairin. Ah oui, je sais. Moi aussi, d'ailleurs, c'est vrai. Ah non, mais c'est drôle à dire, mais je fais une toute petite parenthèse. Nous avons quand même convaincu un certain nombre de propriétaires de plantations de canne d'abandonner la simple vente de la canne à sucre et de se lancer dans un produit élaboré qui est le clairin, avec des possibilités de rapport. Il y a 3 personnes au Cap, il y a une personne à Léogane, il y a une personne au Caille. Magnifique. Donc, Bon, William, je crois que notre public a compris ce que nous avons voulu faire. Je le répète, on n'est pas là pour dédouaner la France. La France a eu ses torts, comme tous les pays coloniaux. Il y a eu des abus qui ont été faits. Nous ne sommes pas là pour taper sur les journalistes du New York Times. Au contraire,
Au contraire, nous leur tirons le chapeau jusqu'à terre. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, on les remercie au départ de l'intérêt qu'ils portent à notre cher Haïti. Ils auraient pu, un journal comme le New York Times, s'intéresser à autre chose. Il y a suffisamment de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui pour qu'ils ne prêtent pas grande attention à Haïti. Donc, encore une fois, merci d'avoir jeté ce projecteur sur Haïti. Encore une fois, c'est un sujet extrêmement délicat, c'est un sujet qui est abordé trop souvent sous l'angle émotionnel et non pas sous l'angle rationnel, avec des faits, des arguments et des contre-arguments. On tombe dans l'émotion et parfois dans l'invective, ce qui n'est jamais très agréable. Deux choses qu'il faut souligner, hein, très important, c'est que une des choses qui me dérange avec l'article du New York Times, l'article veut faire croire que la responsabilité du sous-développement de la République d'Haïti, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. C'est pas les Haïtiens. Et ça rentre dans le langage courant de tous les Haïtiens que, en fait, c'est l'autre qui est responsable. C'est le blanc, c'est le mulâtre, c'est le vaudou, c'est la religion catholique. Et ça, c'est un discours qu'il faut vraiment essayer d'abroger dans notre vocabulaire. Parce qu'il faut que les gens se responsabilisent, il faut qu'ils se prennent en charge. Hein? Maintenant, en faisant mention de ceci, il ne faut pas oublier que pendant la période dont nous évoquons, c'est aussi la période du procès de la consolidation. Ah, le fameux procès de la consolidation. Donc, et c'était un procès qui a fait beaucoup de bruit, mais c'était vraiment d'une valeur de moins que 2 millions de dollars. Oui, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et puis surtout, c'était la première fois. Ouais. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce procès, pour démontrer, en fait, encore démontrer que blâmer l'autre, c'est vraiment malsain. Pourquoi? Parce que le procès de la consolidation, les pots de vin qui ont été distribués, ne sont pas énormes, mais pour le standard de l'époque, c'était énorme. Par exemple, vous avez le président Thérésia Simon Sam qui a reçu 20 000 $. Yes, ouais. Vous avez Dorcelli, le ministre des Finances, qui a reçu 90 000. Vous avez Pierre Stewart, le président du Sénat, qui a reçu 10 000. Vous avez Guillaume Sam, qui allait devenir président, qui a reçu 10 000. Donc, deux des gens qui ont reçu des pots de vin sont devenus présidents de la République. Exactement. Bon, William, malheureusement, il va falloir mettre un terme à cette émission. Encore une fois, nous n'avons pas l'intention de revenir une troisième fois sur cet acte, à moins qu'il y ait une évolution intéressante et qu'il faille à nouveau venir. Mais pour l'instant, je crois que nous avons dit tout ce que nous voulions dire sur cet article. Bravo et au New York Times, bravo. On n'est pas là pour dédouaner la France, on est là pour apporter un éclairage précis, avec des faits précis, des chiffres précis, et avec l'espoir que finalement... les Haïtiens vont se prendre en charge. Les Haïtiens vont se prendre en charge et accepter leurs responsabilités. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.